Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup ça va être les lectures du mois d'août. Avec moi j'ai mon petit carnet pour savoir tout ce que j'en ai pensé et les notes que j'ai mises. Et du coup on va faire dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Le premier livre que j'ai lu c'est Le Château de Hurle qui m'a été envoyé par Inis Éditions, que je remercie pour l'envoi. Donc si vous ne connaissez pas, mais j'en doute, c'est le livre qui a inspiré Miyazaki pour le film Le Château ambulant. J'ai jamais vu Le Château ambulant. Du coup, on va suivre Sophie qui se fait transformer par la sorcière du marais, je crois, qui va se faire transformer par la sorcière des steppes en vieille femme. Et donc en fuyant sa ville, elle va tomber sur le château ambulant de Hurle et elle va s'infiltrer à l'intérieur tout simplement et faire en sorte de devenir utile aux yeux de Hurle pour pouvoir rester chez lui. Mais Hurle est assez désagréable et peu... Enfin, je trouve que dans le livre, on s'attache vraiment pas beaucoup à lui. Et Sophie, j'ai trouvé qu'elle était un peu plate et nulle. Parce qu'en fait, elle sait très bien qu'elle est victime d'une sorcellerie. Elle sait très bien qu'elle est victime d'un sortilège et plutôt que de demander au plus grand magicien, donc Hurle, de l'aider, et ben elle fait rien et elle bougonne dans son coin. Du coup, c'était assez... Enfin, c'était sympa avec la recherche de la sorcière des steppes. On apprend beaucoup le passé de Hurle, mais la fin est un peu plate et surtout c'est une fin ouverte. J'ai pas très bien compris ce qui se passe parce que ça va un peu dans tous les sens, tous les personnages parlent et il y a beaucoup de choses qui sont résolues en même temps en fait. Donc contrairement au Château ambulant qui est, je pense, un film avec, un film entier quoi, et ben en fait là il me semble qu'il y a 3 livres dans cette série de livres. Donc j'imagine aussi que c'est pour ça qu'il y a une fin ouverte. Donc le livre en lui-même est super beau parce que chaque début de page, chaque début de chapitre, il y a une illustration. Mais par contre, c'est vrai que les illustrations, je trouve qu'elles donnaient pas très envie, notamment les illustrations de Hurle. En fait, ça le rendait vachement vieux et je trouvais que enfin, c'était un peu bizarre. En fait, je pense que j'ai trop comparé au Château ambulant, même si je l'ai jamais vu. J'ai l'impression que Hurle est beaucoup plus sympathique dans le Château ambulant et on peut beaucoup plus l'aimer, tandis que là, on est un peu en mode bah pas très sympathique quoi, il donne pas envie, c'est un peu une ordure, il fait que d'aller draguer les filles dans la ville et tout. Enfin voilà, je trouve que il est pas très charismatique dans le livre et du coup j'ai eu cette vision durant toute ma lecture. Mais malgré tout j'ai quand même bien aimé et surtout ça m'a donné envie de lire. Ça m'a donné envie de voir le film Le Château ambulant, donc je risque de le voir prochainement. Et donc pour ce livre, j'ai mis un 3,75. Ensuite, on continue dans la fantasy. J'ai lu Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber. Donc c'est dans le même univers que Caraval. C'est un peu le 4e tome, mais pas vraiment. Et donc on va suivre Évangéline qui, qui va passer un accord avec le prince de cœur parce que l'homme qu'elle aime se marie avec un autre. L'homme qu'elle aime va se marier avec sa demi-sœur, je crois. Et du coup, elle va aller chercher l'aide du prince de cœur pour empêcher ce mariage. Mais évidemment, il va tenir sa promesse dans un peu... C'est un peu... il va tenir sa promesse, mais genre, c'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait. Du coup, elle se retrouve un peu embêtée par ce qu'il a fait. Et surtout, elle lui doit 3 baisers et donc elle est en dette envers lui. J'ai l'édition brochée, collector, qui est vraiment super belle. J'ai beaucoup aimé le monde dans lequel on évolue et c'est vrai que j'ai jamais lu Caraval mais ça m'a pas mal donné envie de le lire. Même si apparemment on est un peu spoilé sur le destin de certains personnages mais ça va. Donc je verrai, peut-être que je le regarderai. Du coup, Évangéline va être envoyée dans le Grand Nord, à un espèce de bal où en fait le prince Apollon, je crois, Apollon, si c'est ça, Apollon, le prince Apollon va choisir sa future femme et Jack, qui est le prince de cœur, va apparaître à ce bal et du coup, en fait Jack va la suivre un peu partout et ne va jamais la laisser tranquille tant qu'elle n'aura pas fait sa part du marché. Et du coup, on va apprendre pas mal de choses aussi sur le monde du Grand Nord, notamment une prophétie
qui est très intéressante et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et il me semble que le prochain tome sort prochainement et du coup j'ai mis un 4 pour celui-là. Par la suite, j'ai lu Les Disparus du pays imaginaire dans cette magnifique édition. J'adore. C'est beaucoup trop beau. Du coup, dans ce livre qui est une réécriture du conte de Peter Pan, on va suivre Wendy, dont ses 2 petits frères ont disparu depuis 5 ans. Ouais, 5 ans. Elle commence à faire des dessins d'un arbre et de Peter Pan, mais évidemment ce n'est que une histoire et pourtant un moment Peter Pan va se retrouver devant elle et du coup à partir de là on va suivre l'histoire de Peter Pan et Wendy qui vont essayer de trouver l'ombre en fait de Peter Pan qui s'est détaché de lui. Et donc en fait il y a pas mal de disparitions d'enfants dans la ville de Wendy qui fait beaucoup penser à la disparition de ses 2 petits frères et du coup elle va essayer de trouver le responsable de ces disparitions avec Peter Pan. J'ai trouvé ça hyper intéressant mais en même temps un peu bizarre parce que je sais plus quel âge a Wendy mais je crois qu'elle est pas loin d'être majeure et genre Peter Pan quand il arrive devant elle c'est du coup c'est Peter Pan quoi, c'est un petit garçon et genre il y a une espèce de romance entre les deux. Je sais pas, ça faisait un peu bizarre l'écart d'âge sachant que voilà. Mais à part ça c'était hyper attachant et la fin était satisfaisante, j'ai bien aimé. Et sinon c'était très très beau, c'est sympa à lire, ça se lit vite. Ça se lit vite mais en même temps c'est un peu lent parfois. Enfin surtout le début, j'ai trouvé que peut-être les 200 premières pages, enfin la moitié du livre quoi, le début est plutôt lent. Mais après à partir du moment où c'est vraiment lancé l'enquête et où on sait à peu près vers où ça va aller, et ben c'est super intéressant. Et j'ai donné un 4 étoiles également à celui-là. Ensuite j'ai lu Confession, donc je n'ai plus le livre mais je vous mettrai une petite photo de la couverture pour que vous voyez un peu ce que c'est. Donc c'est un livre en anglais de Kana et Minato. Je crois que c'est Minato. Et donc dans Confession, on va suivre une professeure qui va se venger de la mort de sa fille qui a été tuée par sa classe en fait. Du coup c'est un roman japonais. Au Japon en fait il y a un professeur qui est attribué à une classe et en fait cette professeure elle a une classe. Et de temps en temps, elle amenait sa fille parce qu'elle ne pouvait pas la garder, sinon elle était toute seule quoi, chez elle. Du coup, elle l'emmenait de temps en temps, tous les mercredis je crois, avec elle à l'école. Et malheureusement, un mercredi, elle va se retrouver morte, noyée dans la piscine. Et du coup, la professeure, je sais plus comment elle s'appelle, la professeure pense que c'est des élèves de sa classe qui l'ont tuée. Et du coup, elle va mettre en place sa vengeance. Et on va suivre cette vengeance tout au long du livre. Et vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que ça escalade très vite. Donc le premier chapitre est vraiment hyper lent et plutôt... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, c'est obligatoire parce que ça met tout le contexte en place, en fait, puisque c'est la professeure qui va expliquer ce qui s'est passé et pourquoi elle pense que les tueurs sont dans la classe. À la fin du premier chapitre, elle va expliquer à la classe ce qu'elle a fait pour sa vengeance et du coup... À partir de là, ça va tourbillonner en enfer pour les personnes concernées sur sa vengeance. Et chaque chapitre, on va suivre une personne. Donc, il me semble qu'il y a 3 ou 4 chapitres. Et en fait, à chaque fois, on va suivre une personne. Et chacun sont liés, évidemment, au meurtre. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on voit le background des personnages qui sont, du coup, des méchants. Et en fait, on arrive quand même à avoir un peu pitié d'eux et se dire « Ah ouais, mais il a pas de chance dans sa vie, quoi !» Mais en fait, on arrive à s'attacher aux personnages alors qu'ils ont fait quelque chose de vraiment horrible et c'était plutôt bien écrit. Mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu déplu pendant tout le long. J'ai trouvé la fin bien, mais en même temps... Enfin, je sais pas, en fait, la conclusion m'a pas vraiment plu, même si elle m'a plu en même temps. Du coup, j'ai un feeling un peu mitigé, même si j'arrive pas trop à mettre les mots dessus. Et du coup, j'ai donné un 3,5 à cette lecture. Je crois que le livre n'est pas disponible en français, malheureusement. Mais après, voilà, si vous aimez les lire en anglais, vous pouvez très bien lire en anglais. Par la suite, j'ai lu mon premier Riley Sager, Ferme bien la porte. Donc c'est un thriller où on suit une jeune fille, Jules, qui va faire un appartement sitting. En fait, elle va aller vivre dans un appartement qui est vide, dans un immeuble extrêmement coté et dont il y a pas mal de rumeurs autour, de choses un peu bizarres. Enfin, l'immeuble serait hanté, il y aurait des disparitions, tout ça.
mais elle va pas en prendre compte parce qu'elle a besoin d'argent tout simplement et que c'est très bien payé à raison de 4000 $ par mois, par semaine, pardon, passer dans l'appartement. Non, c'est 4000 $ par mois et elle doit passer 3 mois dans l'appartement. Du coup, elle va rentrer dans le Bartholomé en dépit de tout ce qu'elle a pu entendre. Et elle fait connaissance avec une autre fille qui fait de l'appartement sitting, mais cette jeune fille va disparaître, elle ne va pas donner de nouvelles très rapidement et du coup Jules elle va s'inquiéter et commencer à fouiner un peu et ça plaît pas trop aux autres habitants de l'immeuble et du coup à partir de là ça a dégénéré un peu. Jules va continuer à enquêter malgré les risques qu'elle peut prendre et à la fin en fait c'est hyper intéressant parce que dès le début on a un passage en fait le premier chapitre, c'est Jules qui se retrouve à l'hôpital, donc on a maintenant, et elle est contente parce qu'elle a réussi à s'enfuir de Bartholomé, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et du coup, tout au fil du livre, on va avancer dans l'histoire, donc 6 jours avant, 5 jours avant, et en même temps le maintenant, où elle a réussi à s'enfuir, et du coup, qu'est-ce qui a mené à la faire fuir, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était très bien fait, et j'avais un peu deviné un truc genre, enfin un petit truc, mais j'avais pas deviné toute l'ampleur qu'il y avait derrière et franchement c'était vraiment très bien. Du coup j'ai mis un 4 étoiles. Ensuite j'ai continué sur du thriller avec John Mars, Answer et là on va suivre donc notre monde, mais en fait il y a un gène qui a été découvert, c'est un gène qui assure à 100% la compatibilité de deux personnes, elles sont âmes sœurs tout simplement. Et en gros, il y a une application, donc ça s'appelle Marier vos DNN, c'est Marier vos ADN. Et en fait, grâce à ça, on peut trouver son binôme et la personne techniquement avec qui on peut vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et en fait, on va suivre 5 personnages, Chad, Mandy, Nick, Christopher et Ellie. Et chacun va avoir une histoire très spécifique. Je sais pas trop ce que je peux dire sans spoiler. Donc il y a des âmes sœurs qui ont des petits secrets, qui ont des petits penchants bizarres. Et en fait, chaque histoire va se dérouler à son rythme. Et en fait, les chapitres sont vraiment super courts, ils font genre 2 pages. Mais à chaque fois, on change de perspective entre les 5. Et du coup, à chaque fois, on a envie de continuer de lire pour retrouver la perspective qu'on avait vue. Et sauf qu'entre temps, il y en a d'autres. Du coup, il faut à chaque fois, en fait, ça se lit vraiment vite parce qu'on enchaîne les chapitres tout simplement. Et on veut toujours savoir la suite. Et du coup, je l'ai lu extrêmement vite. C'est très addictif. L'histoire est vraiment super originale avec l'histoire des gènes qui assurent votre compatibilité. Et vraiment, je le recommande, un thriller, c'était vraiment cool. Après, moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup, j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et du coup, j'ai été un tout petit peu déçue parce qu'il y a 2-3 perspectives que j'aimais moins que les autres. Bah, du coup, ça fait quasiment la moitié. Mais voilà, pour certaines, c'était vraiment touchant. Et pour d'autres, c'était juste en mode ouais, bah, c'est bien fait pour lui. Mais franchement, c'était très cool. Mais du coup, j'ai mis un 3,75 pour cette lecture. Et enfin, la dernière lecture du mois, c'était Maxime Chatham, Un autre monde, l'Alliance des Trois. Donc c'est le premier tome. J'avais déjà lu le premier tome il y a fort longtemps. Et j'ai voulu recommencer la série parce que ça m'intéressait vachement. Et j'adore tout ce qui est un peu post-apocalyptique. Du coup, dans cette série, on va suivre Matt qui va devoir survivre après un phénomène météorologique appelé la tempête qui va modifier totalement la façon dont fonctionne le monde. Les adultes vont devenir soit méchants, enfin soit vraiment très méchants, ils ont beaucoup de haine envers les enfants, soit ils vont tout simplement disparaître, soit ils vont devenir des espèces de masses difformes, voilà, un petit peu des monstres quoi. Et donc les seuls épargnés sont les enfants. Et donc on va suivre les enfants, Matt qui va essayer de survivre et qui est pourchassé par 2 entités maléfiques. On a le Roré-Podon, un truc du genre, et une autre entité qu'on ne connaît pas encore dans ce tome. Et du coup on va le suivre dans sa quête pour savoir déjà pourquoi il y a 2 entités maléfiques qui sont ses trousses, pourquoi lui. Et on va aussi voir, savoir
qu'est-ce qui a mené à la tempête et qu'est-ce que c'est vraiment la tempête, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi les humains, enfin les hommes ont été modifiés à ce point et aussi qu'est-ce qui a été modifié chez les enfants pour qu'ils soient épargnés tout simplement par cette tempête. Et c'était vraiment hyper intéressant. En plus ça se lit super vite. Genre, est-ce qu'on peut avoir moins de texte sur une page? Je ne pense pas. Mais du coup c'était vraiment très sympa et je pense lire la suite rapidement étant donné que j'ai jusqu'au tome 7 je crois. J'ai mis 4 étoiles aussi, donc beaucoup de bonnes notes pour ce mois-ci. C'était vraiment un bon mois de lecture et donc ça me fait 7 lectures en tout, ce qui est vraiment pas mal. En commentaire, n'hésitez pas à me laisser vos lectures du mois, à me dire si certaines de mes lectures vous font envie. N'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir!